10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord sur Sud Radio et restez bien à l'écoute car le grand sapin de Noël est là et dans un instant, nous allons lancer notre concours pour gagner un magnifique cadeau. Restez bien à l'écoute de Sud Radio. Nous allons commenter l'actualité avec Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique à France Info TV. Bonjour Virginie. Benoît Perrin, pardon ? J'ai dit bonjour à tous, mais j'ai peut-être bafouillé un peu. Non, vous êtes un peu loin de votre micro, faudrait le rapprocher. Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Attention, on se prépare au chaos. Charles Aloncle, bonjour, bienvenue. C'est la première fois que nous vous accueillons. Vous êtes député de l'Hérault et porte-parole de l'UDR. C'est le parti d'Éric Ciotti et Baptiste Fournier, président et fondateur de l'agence de communication Virtu. Évidemment, c'est encore mono-sujet aujourd'hui avec la menace de censure. Qu'avez-vous pensé de Michel Barnier hier soir? Plus de 10 millions de téléspectateurs qui l'ont regardé. Que va pouvoir faire Emmanuel Macron? Comment remplacer Michel Barnier? Bref, beaucoup de sujets autour de cette actualité. Alors on va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, des choses qui ont pu retenir votre attention aux uns et aux autres. Benoît, vous, c'est une inquiétude sur effectivement l'évolution de l'emploi et notamment dans la fonction publique. Ouais. Et alors? Donc j'y vais, très bien. Allez-y, c'est votre coup de gueule, c'est votre coup de cœur, votre coup d'inquiétude. C'est un chiffre dont on a relativement peu entendu parler, c'est l'INSEE qui l'a communiqué il y a quelques jours, qui est donc un tableau sur l'évolution de l'emploi en France depuis un an et qui permet en fait de comprendre que rien n'a changé. Alors pour rappel, la fonction publique, c'est 5,7 millions d'agents, 2,5 dans l'État, 1,7 dans les collectivités locales et 1,3 dans la sécurité sociale. Et on voit que le montant du nombre d'agents est en évolution constante. Sous Nicolas Sarkozy, plus 17 000, plus sous Hollande, plus 145 000. Sous Emmanuel Macron, donc je parle évidemment du premier mandat, plus 178 000. Et donc là, l'INSEE nous indique qu'en un an, tenez-vous bien, plus 83 600 postes ont été créés dans le public. Et durant la même période, seuls 47 000 emplois dans le privé ont été créés. Donc, a priori, c'est François Heckel qui le dit, qui, comme vous le savez, est un ancien magistrat de la Cour des comptes, que la grande majorité de ces emplois auraient été créés dans les collectivités locales. Donc, la priorité du gouvernement devrait être, me semble-t-il, de stimuler l'emploi dans le privé, plutôt que de continuer cette politique catastrophique qui, finalement, vise à régler le problème du chômage par l'embauche d'agents publics. D'agents publics, oui, c'est une réaction. Ouais. Non, moi je souscris totalement à ce que vient de dire Benoît. Je trouve, et on le voit d'ailleurs avec ce gouvernement et ses inclinaisons dépensières, étatistes de Michel Barnier, qui est l'une des raisons pour lesquelles on a voulu le faire tomber. Il y a une sorte d'habitude de l'emploi public, d'habitude de la finance publique qui devient insupportable. Michel Barnier est responsable de l'augmentation du nombre de fonctionnaires. Non, mais en tout cas, dans la proposition de budget qu'il fait, il y avait que 2200 fonctionnaires de supprimés dans la proposition de budget sur un peu plus de 5,5 millions que Benoît vient d'expliquer. Donc on voit à quel point il y a un manque de courage criant dans cette proposition budgétaire. Ouais, et on rappelle que la fonction publique fait grève demain. Exactement, mais bon, ça est juste une triste habitude française. Ouais. On a presque l'impression que chez certains, le sentiment patriotique, c'est uniquement la protection des statuts ou des droits acquis. Et on rappelle que tous les présidents ont annoncé des suppressions d'emplois dans la fonction publique et qu'ils n'ont évidemment pas tenu la moitié du dixième de leurs engagements, y compris Emmanuel Macron, qui, je crois, en avait annoncé 120 000, si mes souvenirs sont exacts, en 2017. Et donc, ils n'ont pas été supprimés. Non seulement pas supprimés, ils ont augmenté plus 178 000 en 5 ans. Virginie, non, on va attendre on va parler politique avec vous. Charles, vous vouliez revenir sur ce qui s'est passé, enfin c'est de la politique aussi, à l'Assemblée hier. Oui, absolument. Alors moi, en fait, pour vous dire, c'est un peu mon premier mandat. J'ai peu d'heures de vol politique. J'étais chef d'entreprise juste avant, donc tout ça est un peu une découverte. Mais je vous avoue avoir beaucoup de mal à m'habituer à l'attitude odieuse, voire parfois ignoble de certains députés sur les bancs de cette Assemblée. Vous voulez qu'on écoute un petit peu ce qui s'est passé hier? On peut l'écouter si vous voulez, absolument. Mesdames et messieurs les députés, d'abord, Madame la Présidente, si vous me le permettez, je voudrais, si le Président Chassaigne me le permet, dire un mot de René Coinneau, auquel vous avez justement rendu hommage. René Coinneau était député d'Ille-et-Vilaine, très actif, il a été aussi un grand maire de Saint-Malo. Je trouve d'ailleurs que, pour ça que je me permets ce mot, j'ai été, il y a très très longtemps, membre du même cabinet ministériel que lui. Il était mon chef de cabinet auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports.
Monsieur le Premier ministre, 2 minutes, s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre. J'entends qu'on se respecte dans cet hémicycle. On parle de la mémoire d'un homme qui vient de décéder, Madame la députée. C'est scandaleux. Alors vous y étiez. Qu'est-ce qui s'est donc il rendait hommage, cet hommage à René Coinot et on a entendu le brouhaha du côté de la France insoumise. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, déjà, on sentait une certaine émotion dans l'hémicycle parce que c'est probablement l'avant-dernière séance de questions au gouvernement de Michel Barnier. Parce que c'était la première fois qu'il prenait la parole lors de cette session de questions. Lui était ému puisqu'il avait partagé, donc on l'a entendu, des années au sein d'un même cabinet ministériel. René Coinot était aussi une figure parlementaire. Il a été député pendant plus de 20 ans. Et donc à ce moment-là, on a entendu, sorti des travaux de la France insoumise, on s'en fout. Bien gueulé de façon très distincte au moment où... Parce que ce matin, elle a dit, ou hier après-midi, elle a dit non mais c'est pas du tout ça, je parlais à un collègue... Et la défense est scandaleuse. Moi je suis exactement en phase 2, on a très bien vu tout ce qui s'était passé, on a bien vu que, parce que aussi probablement que ce parlementaire est un parlementaire de droite, il a été UMP pendant longtemps. En fait, on a vu cette attitude. Et honnêtement, moi, je vous dis, ça fait très choquant, 3 mois que je suis dans cet hémicycle. Je suis chaque jour encore plus outré par l'attitude de certains parlementaires d'extrême gauche qui ne méritent pas de ceindre cette écharpe tricolore. On va y revenir, on va continuer à en débattre. Donc ce n'est pas Madame Sonia Chirikou Chikirou, pardon, Chirikou c'est autre chose. Chikirou qui s'est exprimée, mais c'était bien la députée Elisa Martin. Effectivement, dire hurler on s'en fout, son argumentation est un peu limite. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec vous, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Mettons-nous d'accord autour de Virginie Leguet, journaliste, éditorialiste politique à France Info TV, Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, Charles Aloncle, député de l'Hérault et porte-parole de l'UDR, c'est le parti d'Éric Ciotti, et Baptiste Fournier, président et fondateur de l'agence de communication Virtu. On va revenir sur la censure et toutes les conséquences, l'agitation politique autour de cette censure potentielle et probable. On va continuer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule, mais juste préciser que Elisa Martin, cette députée LFI, a reconnu avoir, je réponds à Véronique qui me dit non, c'est pas elle. Si, c'est elle, et le script de l'Assemblée dit bien que c'est elle qui a dit on s'en fout. Et quand vous dites c'est parce que c'est un député LFI qu'on en parle, non, ça aurait été un autre député, on en aurait aussi parlé, sauf qu'il se trouve que, comme par hasard, ce sont les députés LFI qui se comportent très très mal, c'est-à-dire interrompre un hommage à quelqu'un qui est décédé en disant on s'en fout, c'est assez lamentable. En un mois, on a eu quand même 3 députés LFI. On a eu Andy Kerbrat pour ses 20 000 euros de drogue achetée avec sa réserve parlementaire, quand même, qui est toujours député, qui n'a pas démissionné. On a eu Thomas Porte avec ses intimidations, ses menaces prononcées dans l'hémicycle en expliquant qu'il allait nous casser la gueule. Et on a cette dame-là. Donc moi, je veux bien entendre que ça peut venir de n'importe quelle partie de l'hémicycle. Pour l'instant, LFI se distingue nettement. Le Rassemblement national, c'est aussi distingué, peut-être dans une moindre mesure, mais c'est aussi distingué de façon pas toujours très glorieuse. Au moment des élections législatives, avec une centaine de candidatures qui avaient été pointées du doigt pour être hors du champ, là, pour le coup républicain, mais d'un point de vue légal. Dizaines. Je rappelle juste qu'on a une présidente du premier parti de France qui, aujourd'hui, a quelques mois potentiellement d'une condamnation assez importante. Bon, je crois que le problème, c'est la moyenne, entre guillemets, de la classe politique aujourd'hui qui s'affaisse. Et ça, c'est ce qu'on peut regretter. Et on devrait le partager. Et on rappelle qu'Elisa Martin, donc c'est le Canard enchaîné qui le révélait, avait touché 16 800 euros en cash grâce à un deal imaginé par le maire écolo Éric Piolle. Une enquête a été ouverte et est en cours. Donc voilà, effectivement, c'est le niveau de nos politiques qui aujourd'hui peut nous interroger. Alors peut-être le Virginie, vous, c'est un coup de gueule contre Emmanuel Macron. Ouais, vous allez penser que je suis monomaniaque, mais franchement, moi, les déclarations d'Emmanuel Macron en Arabie Saoudite sur ce qui va se passer aujourd'hui, je ne sais pas s'il n'a pas compris ce qui se passe, s'il fait semblant, s'il joue avec les mots. Déjà, le ton utilisé, moi, m'est totalement insupportable. Quand il a dit qu'il faut faire confiance à la cohérence des gens. Mais qui c'est les gens dont il parle, sinon les Français ? Qu'est-ce que c'est que cette façon de s'exprimer ? Et quand il dit qu'il ne faut pas faire peur aux gens, toujours les gens, bon,
Déjà, moi, ça me choque. Et la façon qu'il a toujours de se donner le beau rôle, d'abord, il a redit qu'il n'avait jamais regretté, qu'il ne regrettait toujours pas d'avoir décidé cette dissolution dont on voit les effets chaque jour. Bon, alors, c'est un président qui ne fait jamais acte de contrition sur rien et qui a tendance à toujours regarder en face ce qui ne va pas. Là, j'ai trouvé un peu violent, en fait, ce qui n'avait pas été dit. C'est-à-dire qu'il n'a quasiment pas rendu hommage au travail fait par Michel Barnier, qui est quand même son Premier ministre. Il lui a simplement dit tout le monde va prendre ses responsabilités demain. Le gouvernement a pris les siennes. Je lui en avais donné l'autorisation. Ben, il n'a pas donné l'autorisation à Michel Barnier de prendre ses responsabilités. Enfin bon. Et puis, il a dit également quant à mon éventuel départ, c'est de la politique fiction, je m'accrocherai jusqu'à la dernière minute à ce mandat. Vous m'avez élu 2 fois. Enfin bref, il a parlé que de lui. Et tout le reste est passé par pertes et profits. Et il a donné l'impression qu'il finalement n'était quasiment pas à peine dissimulé, parce que lui, il y a ce qu'il dit, puis il y a ce qu'il dit pas, la façon dont il le dit, qu'il avait déjà enterré Michel Barnier. Il a fait mine d'être surpris par cette motion de censure, mais on sait que depuis quelques jours, il prépare déjà l'après Michel Barnier. Donc, je trouve que indéfiniment, Emmanuel Macron, il a un langage totalement ambigu, il a un langage à côté des choses. De la plaque, hein. Vraiment, vraiment. Je ne vais pas dire lunaire, mais c'est même assez pervers sa façon de s'exprimer. Oui. Benoît. Bon, je crois que l'humilité n'est peut-être pas la qualité première du président de la République. Premier point. Deuxième point, j'ai envie de vous dire, comme beaucoup de responsables politiques, moi je connais pas de responsables politiques qui assument des bêtises. Alors ils disent oui, j'ai réussi. Alors il m'est arrivé de fauter, il m'est arrivé de faire des erreurs, mais en fait ils précisent jamais quelles sont les erreurs qu'ils auraient commises. Donc voilà, il assume son choix. Pour le coup, je trouve pas ça illogique que le président de la République assume le fait qu'il ait décidé de dissoudre. Et parce qu'en fait, se renier, ça serait en quelque sorte, ou en tout cas avouer ses erreurs de manière publique et de manière explicite, ce serait en fait le fragiliser. Et dans une période où il est objectivement très fragilisé, parce qu'en fait, on voit bien qu'après le Premier ministre, forcément, c'est le fusible d'après. Là, pour le coup, je pense que ça aurait été une erreur de reconnaître son erreur. Ouais. Je pense que l'erreur majeure, c'est d'avoir pris la parole et qu'il aurait mieux fait de se taire. Ça, c'est vrai. Il va peut-être même la reprendre, il paraît. Ouais, et que dans l'état d'impopularité dans lequel il est, le plus simple aurait été peut-être d'adopter un silence prudent. Baptiste Fournier. Alors, sans vouloir bouger la programmation de votre émission, j'ai à peu près le même coup de gueule que Virginie. Allez-y. Je peux rebondir dessus. Vous avez d'autres arguments sûrement. Je peux faire un deuxième coup de gueule, si vous voulez. Non, mais c'est un vrai sujet. C'est l'incapacité de Macron à comprendre la situation. Oui. C'est-à-dire que ce chiffon rouge du chaos qui est brandi depuis quelques jours est une forme de déresponsabilisation, je pense, que les Français perçoivent. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il s'agisse de la situation politique, mais comme économique, elle se dégrade dès lors qu'il y a cette dissolution. Et cette dissolution, sans parler d'actes de contrition, un peu de patience et de silence ne font jamais de mal. Et je pense que le président de la République pourrait s'en accommoder ces prochains mois. Il y a un moment donné où il y a des phases de retrait qui sont importantes, et là, il n'agit pas de la sorte. Deuxièmement, je pense que c'est sur son incompréhension. Ce qui est surprenant par rapport à... Incompréhension, oui, c'est ça. Le mot d'incompréhension, lui accorde le bénéfice du doute. J'allais venir sur le plateau et le panorama politique de la composition de cette Assemblée à l'heure actuelle. Ce que lui avait réussi, entre guillemets, à créer par sa disruption en 2016-2017... Bizarrement, il est incapable de rejouer le coup, alors qu'aujourd'hui, il est assez clair qu'aucun ministre, Premier ministre, futur Premier ministre, dans les heures qui vont venir, de droite... juste pour des raisons de logique politique de ces dernières années, n'arriveront à faire rentrer des ministres de gauche. À l'inverse, je pense que des premiers ministres potentiellement du centre-gauche peuvent amener à eux des ministres de droite. Or, si on veut avoir un minimum de stabilité ces prochains mois, il faut absolument que le président de la République accepte de remettre au premier rang des politiques de rang national qui ont une responsabilité de l'État. Mais ce qui n'était pas Michel Barnier pour vous ? Il était un peu seul, en vérité. Michel Barnier, ça faisait des années qu'il ne participait plus à la vie politique française de manière active. Peut-être qu'il avait sous-estimé les difficultés de la situation politique. Mais c'est quoi un homme politique de premier plan ? C'est un François Bayrou, comme le disait ce matin je sais pas si c'est, chez nous, Marc Fesneau ? Non, parce que François Bayrou, en fait, sera la suite logique d'Emmanuel Macron. Et ça, les Français n'en veulent pas. Mais Michel Barnier a pas péché ni par orgueil ni par incompétence. Non. Simplement,
la politique, c'est aussi de l'humain. À partir du moment où on n'a pas les soutiens nécessaires dans les différents groupes parce qu'on ne les connaît pas, ils ne se connaissent pas. Y compris du socle commun. Et y compris du socle commun, mais parce qu'il ne les connaît pas. En vérité, Gabriel Attal ne fait pas partie de la même génération. Et d'ailleurs, cette passation, pour le coup, à mon avis, était déjà une erreur de Michel Barnier à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut, un moment, réussir à bâtir là un gouvernement où les uns et les autres se connaissent, sont dans leur couloir et prennent leurs responsabilités vis-à-vis des Français. Là, ce n'était pas le cas. On avait des ministres inconnus une fois de plus. Ça ne peut plus durer parce qu'il faut porter des politiques à un moment donné au niveau médiatique, auprès de l'opinion, et pour ça, il faut avoir de l'écho et de la voix. En l'état actuel des choses, aucun n'en a le poids et l'envergure, en dehors peut-être de Michel Barnier, Le Cornu et autres, mais qui sont connus. Mais il faut que le président accepte à nouveau de renverser la table et tente un pari, à mon avis. Oui. On l'a vu, les paris d'Emmanuel Macron, pardon. Charles Laloncle. Déjà, en fait, dans les dernières déclarations d'Emmanuel Macron, j'ai l'impression, j'y vois, moi, un désaveu cinglant de tout ce discours de chaos, de tout ce que les Borne, les Retailleau, les Barnier, les Neuder, qui est le rapporteur général de la commission des affaires sociales, nous disent-ils depuis plusieurs jours. Barnier n'a pas tenu de propos incohérents. Sur le chaos, il a dit que ça sera plus grave et plus sérieux si la censure est votée. Là, il l'a redit encore hier. Oui, il le redit encore, mais en fait, c'est proprement insupportable. Et pour la première fois, je n'apprécie pas Macron. Je pense que personne ne peut m'en faire le soupçon d'avoir des accointances avec lui. Mais là, pour une fois, il fait preuve d'un petit peu de responsabilité, même si je suis d'accord avec vous, il semble totalement déconnecté, de rappeler les gens à la raison. Tout ça n'est qu'une histoire de casting. Michel Barnier, tout à l'heure, va remettre son tablier, il va partir, il y a un nouveau Premier ministre qui va être nommé, on va se remettre autour de la table pour faire une copie de budget qui sera probablement bien plus responsable que ce qu'il a proposé. Vous croyez ? Oui, bien sûr, le pays ne va pas s'arrêter de tourner. Il y aura déjà moins de 40 milliards d'impôts et taxes supplémentaires qu'on va enlever. Donc déjà, ce sera un peu plus responsable. Allez, on va marquer une pause, mais juste avant, je lance le jeu du grand sapin de Noël Sud Radio. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour gagner peut-être 2 places pour le spectacle Cœur de Lumière, un grand spectacle son et lumière immersif. Vous en rêvez, Virginie? Je rêve du sapin, moi. Une BD de Mike Horn, l'aventurier de l'impossible chez Michel Lafon. Beaucoup de cadeaux, des enceintes Bluetooth, énormes, des petits bijoux, plein de choses. 0826 300 300. Nous prendrons le 4e appel. Nous sommes le 4, on prendra le 4e appel. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons nos débats. Vous me permettrez, avant qu'on continue à parler de la censure et de l'Assemblée, un coup d'étonnement sur le timing de la communication du ministre du Logement, monsieur Kasparyan, qui hier a fait son coming out sur les réseaux. Écoutez, on peut peut-être écouter un petit... C'était sur le site de Paris Match. On peut écouter un petit extrait de cette vidéo où il est avec son compagnon dans la campagne. Il y a plein de choses dans ma personnalité. Voilà, je suis d'origine arménienne, je suis né à Marseille, j'aime la bonne bouffe, j'ai un compagnon, j'adore les chats. On s'en fiche de savoir avec qui je vis, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme. Je le fais parce que j'ai envie d'être sincère avec les Français qui me suivent. J'ai envie de leur montrer aussi que je vis une vie qui est parfaitement banale, normale, à la campagne, dans un petit village rural, comme des millions et des millions de Français. J'ai envie de leur dire qu'il n'y a aucun sujet. Pardon, mais s'il n'y a aucun sujet, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Je veux dire, c'est complètement démodé de faire ça. Au contraire, je trouve. D'abord, le timing est incroyablement mal choisi et on s'en fout. Mais on s'en fout. Mais peut-être le délai de bouclage. Tous, c'est à ça qu'on les reconnaît. Là, on est aussi à nouveau dans l'affaissement de la politique. C'est-à-dire que espèce de pipolisation. En plus, un coming out potentiellement pour plein de jeunes, c'est un sujet sérieux. Bien sûr. Et là, on voit que c'est au service d'un plan de communication orchestré par rapport à son ministère et à des grèves qui vont se tenir jeudi. Et il a voulu noyer le poisson des grèves de jeudi par rapport à sa charge ministérielle en annonçant ce coming out dans Match et dans le Berry républicain. Donc, on a là le cynisme absolu à visage découvert.
Mais peut-être qu'il ne s'attendait pas à la motion de censure. Enfin, parce que non, ça c'est certain. Le délai de bouclage de match. Oui, mais la vidéo. C'est lundi. Oui, le bouclage, c'est lundi. Oui. Entre lundi, je ne sais pas comment. Mais motion de censure ou pas, tout le monde s'en fout. D'ailleurs, en fait, il le reconnaît lui-même. C'est ça qui est dingue. Il dit, mais ça devrait. Il tue sa propre annonce. C'est ça, il dit, ça devrait même pas être une question, je devrais même pas être en train d'en parler. Mais pourquoi en parle-t-il? Qui sont ces gens? Quel est leur état de déconnexion? Il est quand même à la tête d'un ministère. Il y a la loi sur la simplification qui est en train d'être prédiscutée à l'Assemblée, loi où il n'y a strictement rien, dont il est le référent, et derrière sa principale préoccupation, c'est de nous parler de sa vie privée, et c'est, enfin, honnêtement, mais moi ça me scandalise. Pour le coup, il a un parcours sans faute jusqu'à présent. C'est un ministre courageux. Il a quand même mis en place les 3 jours de carence. Il a quand même baissé l'indemnisation des fonctionnaires lorsqu'ils sont malades. Enfin bref, il a aligné les règles du public sur le privé. Enfin, donc je trouvais que pour une fois, on avait volé en éclats. On est quand même d'accord. Je dis juste que pour une fois, on n'avait pas un représentant un syndicaliste des fonctionnaires à la tête du ministère de la fonction publique. C'est vraiment dommage. C'est une faute de parcours qui est vraiment dommage, parce que je vous assure que c'est pour une fois, on avait un ministre, en tout cas dans les mots, assez courageux. Mais ça rend fou, quoi. Enfin, là, vous qui faites de la com, enfin, c'est comment personne ne lui dit, c'est complet, ce besoin de se montrer, d'afficher sa vie privée. Enfin, et ce sont des gens qui ne comprennent plus les Français. D'une cause, quand il y a un message. Mais là, on sait que c'est un contre-feu dans le cadre justement d'une mobilisation des fonctionnaires jeudi. Et c'est ça qui, là, on voit au travers. Ouais, les Français commencent un peu à décrypter les choses. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est... Alors, peut-être le timing, Virginie, comment ça va se passer à l'Assemblée? À 14h. Ouais. 16h, 16h, pardon, excusez-moi, ça commencerait mal. 16h, examen, des motions de censure, chacun va défendre, et il y a 20h vote. 20h vote, et vraisemblablement une majorité va voter cette censure. Franchement, pour moi, il n'y a pas de suspense. Vous étiez à l'Assemblée ce matin. J'étais à l'Assemblée. C'est ce que vous disiez, Charles Laloncle. Oui, j'étais à l'Assemblée ce matin en commission des affaires économiques. Ça a discuté. J'entendais même des députés socialistes. Je ne veux pas les nommer, je ne veux pas les mettre en difficulté, mais qui discutaient âprement entre eux sur l'opportunité de cette motion de censure. Je pense tout de même qu'il n'y aura absolument aucune surprise, mais c'est un jour historique. C'est depuis le début des années 60 qu'on n'a pas vécu un tel moment. La seule députée socialiste qui a dit qu'elle ne voterait pas la censure publiquement, c'est Sophie Pantel, élue de la Lozère. C'est la seule. Je pense qu'elle sera à ne pas avoir signé la motion de censure du NFP. Ils sont 7 députés socialistes. On verra combien ils vont peut-être la voter. On verra combien ils seront à pas voter. Mais il n'y a pas de suspense. Et d'ailleurs, ce qui m'interroge, c'est que hier soir, aux 20h, Michel Barnier essayait de faire comprendre aux Français qu'en fait, il y avait un suspense insoutenable et que probablement qu'il serait malgré tout prolongé. Donc on voit aussi, on parlait de Kasparyan, on voit aussi le niveau de déconnexion même parlementaire de Barnier, qui ne se rend pas compte de l'état de sa majorité et de l'état des groupes parlementaires qui, depuis le début, lui ont quand même démontré une forme d'hostilité. Lui ont scié la branche sur laquelle il est. Exactement. Benoît Perrin, on nous annonce le chaos financier plus particulièrement. Ce matin, même Bruno Retailleau disait je pourrais payer les policiers, mais néanmoins, ça va être très difficile, on n'aura plus de budget. Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le fonctionnement classique de l'État. Là, il n'y a pas de danger particulier. C'est-à-dire que on a déjà beaucoup parlé, y compris à ce micro. Ce sera la photocopie du budget 2024, avec d'ailleurs une bonne nouvelle, parce que dans le budget 2025, on prévoyait quand même une hausse des dépenses publiques de 2,1%, ce qui représente à peu près 35 milliards. Donc on va dire qu'on va au moins, en termes de dépenses publiques, maintenir la dépense publique, puisque ça sera ISO par rapport à 2024. Donc et sur l'aspect prestations sociales, comme on le sait, le Code de la sécurité sociale prendra le relais sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc autrement dit, tout va fonctionner comme avant. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qui m'inquiète davantage, c'est plutôt les marchés. C'est-à-dire que quelle va être l'attitude des marchés par rapport à ce non-budget, par rapport à cette instabilité politique? Objectivement, personne n'en sait rien. C'est-à-dire que pour l'instant, aujourd'hui, ça passe. Alors, le CAC. Globalement, voilà, mais ça n'a rien à voir parce que les gens mélangent entre le marché obligataire et le marché des actions. Le marché des actions, globalement, petite hausse l'année dernière. Enfin, ce qu'il faut rappeler, c'est quand même le CAC a perdu 4% depuis le début d'année. Donc, je veux dire, on n'est pas sur une dynamique économique qui est quand même géniale.
Sur le marché obligataire, l'écart, vous savez, le seul truc qui compte, c'est le seul indicateur qui compte, c'est l'écart entre la dette allemande et la dette française. On est quand même, le fameux spread exactement, on est quand même sur une tendance haussière quoi qu'on dise. Donc, enfin, il n'a pris que 1 point depuis cette annonce, là où il avait pris 8 points il a doublé suite à la depuis, dissolution. Donc en fait, on voit qu'il a quasiment doublé depuis la dissolution. Voilà, la déstabilisation, ça a été la dissolution. On n'est pas sur une tendance qui est très positive. Ça monte progressivement, mais ça monte. Mais c'est comme la dette, c'est-à-dire que je pense pas qu'on soit dans un scénario à la grecque où tout va tomber du jour au lendemain. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est le toboggan. C'est-à-dire, en gros, on a l'impression que petit à petit, le nœud se resserre autour du coup des Français, du contribuable français, de la France en général. Donc en fait, je ne crois pas à l'effondrement progressif. Moi, ce qui me fait peur, c'est encore une fois le fait qu'on soit que le nœud soit de plus en plus serré. Le lent poison de l'instabilité. Exactement. C'est ce qui me fait peur que l'effondrement total du système. Baptiste Fournier. Il est clair, net et évident qu'il n'y a aucun risque systémique. C'est-à-dire que on n'est pas dans la situation de la Grèce. Et si la France était amenée demain, entre guillemets, à s'effondrer sur les marchés, en fait, c'est l'euro qui s'effondrerait et c'est l'UE qui s'effondrerait. La BCE ne pourrait pas laisser faire. C'est aussi simple que ça. Attendez. Revanche, sur la BCE, elle interviendra sur les marchés, donc elle rachètera la dette française. C'est probable, vous avez raison, mais comme vous le savez, l'instrument juridique qui permet à la BCE de racheter les dettes sur les marchés, il y a quand même des conditions. Et une des conditions, c'est de respecter les obligations, certains critères. Mais donc, pour en revenir à ça, donc ça veut dire qu'on serait quand même obligé de prendre des réformes. En l'état actuel des choses, il y a encore une fois, je le répète, aucun risque systémique. Le problème, c'est la paralysie. Et la paralysie en économie, c'est jamais très bon. Et on le voit sur les annonces de plans. On y est déjà. Le problème, c'est le manque de confiance qu'il va y avoir. Le manque de confiance et de prévisibilité. Et on sait qu'en économie, c'est terrible le manque de confiance. Que ce soit pour les grands groupes comme pour les TPE et les PME, que je rappelle aujourd'hui sont environ 80% de notre tissu économique national, on a un manque de prévisibilité qu'on peut payer assez rapidement. Mais pour revenir, entre guillemets, si on recontextualise par rapport à cette potentielle censure, tous les instruments juridiques aujourd'hui existent pour pouvoir payer les fonctionnaires, que l'État maintienne son action publique. Le vrai moment où ça dévisse, c'est le moment de la dissolution. C'est-à-dire que depuis, en fait, on est sur des taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés. Là, on s'en inquiète parce qu'en face de cela, on a un déficit élevé qu'on ne résorbera certainement pas dans les prochains mois. Encore moins que s'il y avait eu le projet de budget. J'en avais parlé sur votre antenne. Je pense que normalement, en termes de responsabilité, au-delà de la censure, de faire tomber la tête dans le seau de Michel Barnier ce soir, la vraie responsabilité collective qu'ont les uns et les autres aujourd'hui, ce serait au moins de réussir à se mettre autour d'une table pour envisager, de ce point de vue-là, un effort national assez conséquent. Et ça, ils en sont incapables aujourd'hui, puisqu'on se fixe des lignes rouges et jamais de points communs. Non, et je pense que nombreux sont ceux aujourd'hui, et on verra ce qui se passe les prochains jours, qui seraient en capacité de se mettre d'accord pour atteindre 5 points de déficit. Je pense que le déficit, c'est toujours par rapport à la croissance, ça ne faut jamais l'oublier. Tout à fait. Et le point, je crois, très embêtant aujourd'hui, c'est justement l'immobilisme de l'économie française. Vous parlez avec tous les investisseurs et les chefs d'entreprise qui vous disent on a stoppé les investissements, on a stoppé les embauches, et donc parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et c'est ça qui me fait très peur, c'est que non seulement on va avoir un dérapage, en valeur absolue des dépenses publiques, et en plus notre ratio va se dégrader parce que la croissance va être très probablement inférieure à ce qui était prévu. Ce qui était prévu, c'est 1,1%. A priori, on devrait plutôt tourner à 0,5% compte tenu des événements politiques et surtout du fait qu'on n'ait pas aidé les entreprises. En baissant notamment je vais vous donner la parole dans un instant, Charles Lalonque, mais nous avons notre gagnante du grand sapin, du grand jeu Sud Radio. C'est pas moi, dommage. Ce n'est pas vous, Virginie, vous n'avez pas pu appeler, c'est le moment d'ouvrir votre cadeau. Et nous avons en ligne Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Bravo Catherine. Bravo, vous avez gagné, vous étiez le 4e appel. Alors on va découvrir votre cadeau au pied du sapin. Alors, c'est une carte cadeau d'un montant de 200 € chez Maison Scarlett. C'est la marque française numéro 1 de boîtes à bijoux et boîtes à montres jolies, pratiques et accessibles. Alors, il y en a des petites, des grands, en léopard, en moumoute, en velours, bref, il y en a pour tous les goûts. Vous allez la garder ou l'offrir, cette carte cadeau? Les deux filles, je pense que je vais les offrir, oui. Vous allez les offrir. Il y a 200 €, donc vous allez sur le site et vous pourrez choisir cela. Vous commencez à préparer les fêtes? Oui. Bon, le sapin est fait?
Pas tout à fait encore. Bah, il va falloir vous y mettre. Merci en tout cas de votre fidélité, Catherine. Et on vous embrasse et merci d'avoir participé à notre jeu. On se retrouve dans un instant et on va continuer à parler des conséquences de la censure du gouvernement de Michel Barnier. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à midi. Alors on va revenir sur le cas de Marine Le Pen, mais vous vouliez réagir, Charles Laloncle, sur ce que nous disions à propos du chaos, de l'instabilité économique. On a l'impression que le fait de voter la censure va propulser la France dans une situation de chaos. Or, cette instabilité, elle est là depuis un certain temps. C'est ça. Et on a l'impression, on va nous faire porter le chapeau de ceux qui vont voter la censure cet après-midi, comme si en fait l'instabilité économique, la situation dramatique dans laquelle on se trouve, ne serait le fait que d'une majorité de députés sur un vote de censure. Faut-il rappeler quand même les 1000 milliards de dettes supplémentaires accumulées depuis 7 ans, soit l'équivalent quand même d'une dette qu'on a accumulée entre 1945 et les années 2000. Ouais. Faut-il rappeler le déficit, le dérapage de déficit de 52 milliards avec probablement des comptes maquillés, hein, Bruno Le Maire, un dérapage qui est inexpliqué en plus, inexpliqué et injustifié. Inexpliqué, bien sûr. Ouais. Il faut rappeler le déficit commercial historique, les faillites d'entreprises, 65 000 entreprises qui déposent le bilan cette année, c'est un record. Donc, en fait, tout ça, je pense que l'état des marchés reflète cette situation économique dramatique dont les macronistes, depuis 7 ans, sont les premiers responsables. Et je crois qu'il faut rappeler que la crise, elle est d'abord budgétaire et ensuite politique. Je veux dire, si on avait un budget correct et si on avait une économie qui se portait bien, il n'y aurait pas de crise politique. Enfin, je veux dire, ou en tout cas, la crise politique aurait moins d'impact que ça. Mais faut pas, je crois qu'il ne faut pas confondre les causes et les conséquences. Et là, cause, c'est la crise budgétaire. Mais est-ce qu'on a maquillé les comptes? Est-ce qu'on peut prouver, est-ce qu'on va arriver à prouver qu'on a menti, que le ministère du Budget a protégé? Évidemment, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que l'origine de ce dérapage, en fait, on le connaît. C'est qu'en fait, il y a eu un gros problème de prévision des recettes à Bercy. Ouais. C'est ça, en fait, on le sait. Mais je pense qu'on sera en mesure de le prouver. Que Bruno Le Maire le sache ou pas, je crois que je serais quand même étonné qu'il le sache pas. Qu'il n'ait pas toutes les semaines une remontée de la direction du Trésor sur, on pensait avoir tant, finalement, on n'a que ça. Donc en fait, on sait. Mais c'est pour ça que je crois que le problème central de la France, c'est encore une fois pas un problème de recettes, parce qu'en fait, on collecte déjà beaucoup, c'est un problème de dépenses publiques. Et le personnel politique, ou en tout cas une partie, nous explique tout le temps que non, mais en gros, c'est parce qu'on n'a pas eu on n'a pas eu assez de recettes qu'il y a un déficit. En fait, on devrait inverser les choses en disant c'est peut-être parce que justement on dépense trop et on devrait être peut-être plus prudent justement sur les recettes et surtout faire en sorte de dépenser davantage pour pas avoir ce type de dérapage. Mais moi, j'aimerais simplement rappeler que lors de la campagne des législatives, simplement, on a réclamé un audit des comptes publics parce qu'on avait quand même un doute qui devenait fondamental sur cet atterrissage du déficit. Là, on nous a traité de complotistes. On nous a expliqué qu'on n'était pas à la hauteur de la situation, qu'on était en train d'agiter des peurs, des chiffons rouges, qu'on était les artisans du chaos. C'est cette petite musique lancinante qu'on est en train de nous donner aujourd'hui. Il a répété le Premier ministre hier. On nous l'a répété, on nous l'a asséné lors de cette campagne des législatives, là où on réclamait un exercice de vérité sur l'état des comptes publics, l'état du déficit. Bon, on voit ce qu'il en est, 52 milliards de dérapage. Et aujourd'hui est en train d'être prouvé que des notes de hauts fonctionnaires du Trésor sont parvenues sur le bureau de Bruno Le Maire depuis le mois de décembre 2023 pour l'alerter sur cette prévision qui n'était pas la bonne. Ouais. On a attendu 8 mois pour qu'il se prononce et qu'il l'annonce aux Français. Non, il l'a jamais annoncé en fait. Il a toujours nié, non? Moi j'ai jamais entendu aucune annonce sur tiens, au fait c'est vrai, on a un dérapage. Jamais. Bruno Le Maire, il a pris des mesures d'urgence en février et en avril. Non, il a dit a posteriori, j'ai pris des mesures d'urgence, on m'a pas écouté. Voilà. Mais en fait, il est resté très silencieux. Pardon. Alors là. Alors, je voudrais qu'on parle de Marine Le Pen. On en parlait hors antenne, Baptiste Fournier, sur le rôle qu'elle a aujourd'hui et qui traduit très concrètement son pouvoir, un pouvoir très clair d'action. Je suis en désaccord avec tous les commentaires qui disent qu'elle sortirait de son processus de normalisation mis en place depuis 20 ans. De mon point de vue, justement, c'est la fin de la normalisation. Quand je dis la fin, c'est l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que pour la première fois, son parti et elle-même sont en mesure aujourd'hui d'influer directement sur la vie politique au niveau national de la France. Et donc, comme Jupiter, elle va exercer aujourd'hui sa capacité justement à faire tomber la foudre.
Par ailleurs, les éléments de langage qu'elle emploie par rapport à la défense de ses 11 millions d'électeurs viennent aussi rappeler et recontextualiser que le RN, aujourd'hui, est le premier parti de cet hémicycle. Ouais. Chose qui a trop souvent été négligée, je pense, de la part d'une partie aussi de la sphère médiatico-politique. Et dans ce cadre-là, c'est tout simplement aujourd'hui sa capacité à tenir le manche. On verra quelles implications et quels ressorts ensuite électoraux ça pourra avoir. Mais je ne suis pas sûr que, ses électeurs lui en veuillent, d'une part, et que deux, on pense que Marine Le Pen est une femme qui bordélise le pays. Non, mais enfin, moi je pense quand même qu'il y a une partie de ses électeurs, je ne parle pas de ceux qui la suivent depuis toujours et qui sont extrêmement solidaires. Une partie de ses électeurs, quand on va voir, parce que là on est dans la théorie, mais quand la motion de censure va être votée, parce qu'elle le sera selon toute évidence, et que petit à petit on verra les chiffres se dégrader, la tension monter, les plans sociaux se multiplier, le chômage remonter, je ne suis pas sûre que les Français se disent tiens, mais finalement c'est très sympa ce qu'elle a fait. Je pense qu'elle voulait pas. Formidable, elle a une grosse influence. Elle ne voulait pas partager la patate chaude d'un budget qui n'avait ni queue ni tête. Et qu'en fait, ce budget qui n'avait ni queue ni tête à la fin, même s'il avait été adopté, parce qu'il n'avait aucune cohérence, elle en aurait été dépositaire dans les semaines et les mois qui seraient venus. Ce qui aurait été, là, en termes de normalisation, encore pire. Mais là, elle va partager la patate chaude de la dégradation économique de notre pays. C'est un choix qui est courageux. Cette dégradation économique, on le disait, on était tous d'accord pour se le dire, elle a démarré au moment de la dissolution. Ouais. Ce que j'ai partagé hier soir, un échange avec plusieurs parlementaires qui venaient de passer vraiment du temps sur le terrain. Ils avaient deux messages. C'est, apparemment, ces électeurs. Organisez-vous au Parlement. Organisez-vous au Parlement, sortez-nous de là, vous pouvez créer du compromis. Et l'autre phrase qui est bien plus inquiétante, là pour le coup pour la stabilité du pays, c'était faut dégager l'autre. Et l'autre, vous avez très bien compris qui c'était. Et ça, ce petit jeu-là, cette petite musique que va mettre en place Jean-Luc Mélenchon, en effet, Marine Le Pen, mais aussi Édouard Philippe quand il a déclaré sa candidature, est pernicieuse et dangereuse pour le coup. Ouais. Je pense que c'est celle-là dont on doit aussi se méfier. Est-ce qu'elle ne risque pas de perdre une partie d'un électorat plus modéré qui finalement trouvait que Barnier faisait à peu près le job, en tout cas stabilisé, avait envie, mettait un petit peu de calme, et que ces gens-là vont lui reprocher. Cet électorat, il faut bien qu'il comprenne que si n'importe quel autre homme ou femme politique avait proposé un budget avec une hausse de 40 milliards d'impôts et de taxes supplémentaires, il nous aurait pressé, nous n'aurions pas eu d'autre choix que celui de le censurer. Là, simplement parce que Michel Barnier, à la tête d'un mec de droite, s'exprime comme quelqu'un de rassurant pour les milieux un peu bourgeois, alors il faudrait lui pardonner cet écart et cette folie dépensière qu'on ne peut plus supporter, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment... C'est une folie d'économie qui effectivement provoque des hausses d'impôts, c'est sûr. Ah non, mais c'est parfaitement dépensé. Il n'y a aucune économie, il y a des augmentations d'impôts et de taxes, et il y a des hausses de dépenses publiques. Donc il faut vraiment, je pense qu'avec le temps, cet électorat qui peut être peut-être un peu frileux, parce que pas forcément le nez dans les dossiers, le budget c'est compliqué, les Français n'ont pas regardé dans le détail ces hausses d'impôts et ces hausses de taxes. Donc je pense qu'avec le temps, cet électorat qui est quand même concerné par une forme de responsabilité budgétaire, une baisse des dépenses publiques, une maîtrise des impôts, je pense que ils nous seront reconnaissants. Donc c'est un choix qui politiquement est courageux, parce qu'à très court terme, on voit le discours médiatique va nous faire porter le chapeau sur ce qui va se passer peut-être en termes d'instabilité dans les prochains jours. L'irresponsabilité. Mais on le fait pour la France, on le fait pour la fiscalité des Français et des entreprises. Et sur le long terme, je pense que les Français feront preuve de cette reconnaissance. Alors, au-delà de ça, sur l'électorat entre guillemets de droite modérée, on l'a vu, il a déjà basculé ces derniers temps. Et en fait, elle joue une tactique qui est en train vraiment de se déployer sous nos yeux, c'est le face-à-face avec Jean-Luc Mélenchon. Et dans le face-à-face avec Jean-Luc Mélenchon, son objectif à elle, c'est juste de réussir à recristalliser son électorat de départ pour passer le premier tour et être au second, et se retrouver face à une personnalité comme Jean-Luc Mélenchon, dont l'électorat modéré le rejettera et rebasculera chez elle. En cas de face-à-face, Jean-Luc Mélenchon s'écroule. C'est pas tellement que le jeu se joue serré, c'est qu'il s'écroule réellement. Donc, mais comment imaginez-vous un face-à-face entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen? Ça voudrait dire que tous les autres électeurs... Parce qu'il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Il y a des électeurs de gauche, il y a des électeurs de droite. On a beau dire que ces partis-là ont disparu, il reste encore des électeurs. Mais la polarisation qui est à l'heure dans
toutes les démocraties libérales d'Occident, aujourd'hui, elle est aussi à l'œuvre en France. C'est la polarisation. Et ils jouent cette partie-là, l'un et l'autre, avec minutie. Ils la jouent, mais est-ce qu'elle se produira? Benoît Perrin sur Marine Le Pen. Franchement, je trouve que c'est un pari, je ne sais pas si c'est courageux, mais en tout cas, c'est un pari extrêmement osé. Oui. C'est quand même inouï, parce que je crois qu'elle a appris beaucoup de monde de cours. C'est quand même une bête politique, donc elle a quand même un instinct qu'il est difficile de lui contester. Donc on va voir si la stratégie est payante ou pas. Moi, j'ai juste l'impression que pareil, de ma petite fenêtre, j'ai l'impression que les Français voient ça avec en quelque sorte un peu d'amusement, en disant en fait c'est leur tambouille, ils font leur truc dans leur coin. Et finalement, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment, qu'ils aient du mal à dormir, quoi. J'ai l'impression qu'ils voient ça avec un peu comme ils regarderaient un cirque. Ça va dépendre des conséquences et de la suite, des choses. Personne n'est capable d'anticiper les conséquences concrètes de ce qui va se passer. Objectivement, on peut. Et qui prendra la place de Michel Barnier? On n'en sait rien. Donc je veux dire, c'est le flou artistique. Et est-ce qu'on peut imaginer aussi que, voyant la montée dans l'opinion populaire, dans l'opinion publique de Bruno Retailleau, enfin, il y a plusieurs choses pour Marine Le Pen. Il y a le réquisitoire qui lui a mis un gros coup sur la tête, et puis qui a d'ailleurs durci sa stratégie en quelques heures. Et Bruno Retailleau, ça a été vraiment un. Ah oui. Non, vous l'avez senti. Moi, je voudrais quand même rappeler sur Bruno Retailleau. Pareil, il y a le Bruno Retailleau des micros et il y a le Bruno Retailleau de l'hémicycle. Le Bruno Retailleau des micros, c'est celui qui va avoir le verbe haut, qui va vouloir faire preuve de courage, qui aura parfois, qui voudra donner des gages à notre électorat. Le Bruno Retailleau de l'hémicycle, c'est celui qui, le jour de notre niche, la niche du Rassemblement national, où 2 textes ont été débattus sur le rétablissement des peines planchées que Christiane Taubira avait supprimées et sur l'expulsion des délinquants et criminels étrangers au-delà de peines de 3 ans. Ces 2 textes, 85% des Français sont d'accord avec ces textes. Qu'a fait Bruno Retailleau? Il a envoyé son ministre délégué Nicolas Daragon à la tribune de l'hémicycle pour dire que le gouvernement se prononcerait contre ces textes. Et le groupe de M. Retailleau, droite républicaine, personne n'a voté pour ces textes. Donc à un moment donné, il faut aussi que les masques tombent. Bruno Retailleau, dernier point, j'ai retrouvé une interview de lui il n'y a pas si longtemps. Il expliquait quand même qu'en cas de second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il ne serait pas question de voter Marine Le Pen. Donc Bruno Retailleau, il y a un petit discours médiatique, il a réussi à se sortir de son image un peu associée aux Républicains. Mais non, mais comme Michel Barnier, on a pensé d'un coup d'un seul qu'il était devenu vraiment de droite et courageux. Donc voilà, tout ça pour dire que je pense qu'il y a une forme de mystification de Bruno Retailleau et les masques progressivement vont tomber. On va marquer une pause, c'est la pub et on se retrouve tout de suite après. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On continue de débattre et de commenter l'actualité. Donc le gouvernement Barnier va vraisemblablement tomber aujourd'hui. Qui pour le remplacer? Dans combien de temps? Est-ce qu'on va repartir dans un cirque comme on a connu après la dissolution? Est-ce que le président de la République a déjà anticipé, à votre avis, et quel Premier ministre? Je pense qu'il s'attendait, quoi qu'il dise hier sur cette motion de censure, je n'y crois pas. Je pense qu'il s'attendait évidemment à cette situation. Il y a des noms, des journalistes ont sorti des noms qui semblent insistants dans les couloirs de l'Élysée. Le Cornu, voilà, Bayrou, il y en a quelques-uns qui. Donc je pense qu'évidemment il a un plan B, un plan C, un plan D, et après tout va dépendre du temps qu'il va mettre à dégainer pour nous faire cette proposition. Moi je pense qu'il va pas tarder à réagir. Parce qu'il n'a aucun intérêt à jouer l'instabilité, parce que comme le disait Benoît Perrin tout à l'heure, en fait le Premier ministre c'est le dernier fusible avant lui. Et donc il va vouloir se prémunir, vouloir nommer un gouvernement le plus rapidement possible, et de toute façon, c'est aussi dans l'intérêt des Français, donc il faudra lui mettre à son crédit. Il n'a aucun intérêt à revenir en première ligne. Il focalise tellement d'inimitié, pour ne pas dire de détestation, qu'il a au contraire, effectivement, intérêt à passer la patate chaude très vite au futur Premier ministre et à se remettre en arrière de la main. Et là, le rôle de Marine Le Pen, est-ce qu'il va être aussi important? Parce que s'il nomme un Premier ministre de plus en plus important. Oui, c'est ça, qui ne lui convient pas, ça va être Moi, je disais tout à l'heure, je parlais de la même histoire. Est-ce qu'il prend son risque en revirant pour le coup un peu de stratégie, en nommant quelqu'un issu du centre-gauche qui aura la responsabilité de composer un gouvernement large, ou alors il prend entre guillemets le même avec 30 ans de moins pour recommencer, et auquel cas on aura une bis repetita, c'est-à-dire que cette même personnalité sera à nouveau dans les mains du RN. Et je le crois.
je ne sais pas pourquoi, une forme de blocage psychopolitique, incapable de se dire qu'il prend son risque, parce qu'il a un peu de temps, en vérité. Quand je dis il a un peu de temps, pas pour nommer, d'autant qu'il y a un agenda, là, celui de la fin d'année, on sait qu'il y a les fêtes, je pense qu'il n'a pas envie de perturber ça, il a déjà perturbé une partie de l'été, il y a la cérémonie à Notre-Dame ce samedi. La question, c'est, en effet, à qui il file la patate chaude pour 2 ou 3 jours. Moi, je pense qu'il devrait essayer d'adopter une autre tactique. Vu les noms qui circulent, je ne pense pas que ça soit le cas. Non. Et auquel cas, à un moment donné, le fusible n'en sera plus un non plus. Et là, il aura une exposition immédiate. Après, François Bayrou, voilà. Non, mais c'est une exposition quasi immédiate d'Emmanuel Macron. Et auquel cas, je pense qu'il ne doit pas négliger le risque d'un moment de blocage intense dans le pays, lui demandant de partir. Je pense que les institutions sont assez fortes et que lui-même a un pouvoir assez fort. Néanmoins, si au fil des semaines et des mois, les choses continuent à se déliter, il y aura un principe de réalité. Ouais, non mais là, Benoît Perrin. Objectivement, de toute façon, le problème de base, c'est que personne n'a gagné les élections législatives la dernière fois. Donc de toute façon, quelle que soit la solution, ça sera la mauvaise solution. Après, ce qu'il faut rappeler peut-être, c'est que François Bayrou, c'est peut-être pour Emmanuel Macron je pense que c'est la moins mauvaise des solutions, parce qu'au moins, il sera en mesure de composer un gouvernement. Je rappelle qu'il n'a pas de problème personnel avec le Rassemblement national. Je crois même, si mémoire est bonne, qu'il avait signé au moment de la présidentielle, en tout cas qu'il avait parrainé Marine Le Pen, parce que voilà, donc j'aurais tendance à dire Marine Le Pen lui doit quelque chose. Républicain. Donc au nom du principe républicain. Donc j'aurais tendance à dire que comme le Rassemblement national lui est redevable, peut-être que c'est la moins mauvaise des solutions, et lui il peut embrasser y compris le centre-gauche. Après, objectivement, tant qu'il n'y a pas d'élection législative, ça sera le bazar, quoi. Écoutez, Marc Fesneau ce matin, qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Dans la situation actuelle, c'est un des profils qui me semble être, si nous étions amenés dans cette configuration, qui me semble être le plus pertinent compte tenu de son histoire, de son parcours, de ses relations avec les uns et les autres. Dans ce moment-là, il y a un besoin de personnalité qui puisse le faire et l'incarner. Il en fait partie de façon très éminente, mais ça peut pas être un préalable seulement. À côté, c'est... Voilà, vous dites. Mais François Bayrou, par rapport justement à son passif et son bilan ces 7 dernières années aux côtés d'Emmanuel Macron, n'arrivera pas à élargir le socle commun, et donc ne décrochera aucune personnalité majeure de gauche. Et c'est tout l'enjeu, si jamais il y a une stratégie de la part d'un Gabriel Attal ou d'autres, d'élargir ce socle commun. Oui, c'est ce que demande Gabriel Attal, c'est ce que demande aussi Monsieur Jadot, mais en même temps... C'est ce que dit Olivier Faure d'une certaine manière pour la première fois. Il y a un début de rupture avec Jean-Luc Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On a quand même une France qui a élu une majorité de députés du groupe Rassemblement National. Rassemblement National, donc qu'est-ce qu'on fait ? Le RN et ses alliés, donc moi je suis leader. Le groupe majoritaire, le premier groupe de l'Assemblée nationale. Et l'arithmétique, voilà, l'arithmétique fait que vous prenez le RN, l'UDR, la droite républicaine, et vous prenez aussi une partie des macronistes. En fait, c'est aussi avec ça que vous faites passer des lois. Je pense à une loi immigration, je pense à des lois qu'une immense majorité de Français attendent. C'est pas en remettant la barre à gauche que vous allez faire passer ces lois consensuelles aux yeux des Français. Oui, non, mais c'est une vraie question. Quand on entend Marc Fesneau, il ne lance pas ce nom par hasard. Je pense qu'il y a eu déjà des noms qui circulent comme celui-là. Vous parlez de François Bayrou, mais François Bayrou lui-même, depuis des semaines, ne cesse de faire sa propre campagne en disant à quel point il est prêt, à quel point il sent bien la fonction, à quel point il a tout prêt. Enfin, moi, je rappelle quand même que François Bayrou, je ne sais pas très bien quel est son bilan politique, à part la parole de temps en temps, à part la durée, à part des éternelles, même vieilles revendications. Je rappelle quand même que François Bayrou, il était à l'origine, enfin, il a été un des plus fervents adepte du quinquennat en disant ce calendrier absurde. Franchement, le bilan politique de François Bayrou, pour moi, je pense qu'il n'arrivera à rien. Oui, mais je pense qu'il a acté le fait que Michel Barnier, ayant été Premier ministre, il doit se dire, ma foi, pourquoi pas moi. De toute façon, il se dit pourquoi pas moi depuis 40 ans. Il est aussi quelle est la rupture, quelle est la valeur ajoutée de François Bayrou, quelle est la rupture, quelle est l'annonce qui est faite aux Français en nommant Jordan Bardella. Mais François Bayrou, ce serait ni une cohabitation ni une colocation, ce serait seulement une continuation. Et c'est pas vraiment le signal envoyé par les Français de manière générale. Très disruptif. Non, pas très disruptif. Charles Laloncle. On le voit, de toute façon, il n'y a aucun nom convaincant qui semble émerger de ce qui peut se lire. Donc en fait,
on arrive quand même à cette même solution, la seule solution, ce sera probablement une nouvelle dissolution ou une démission d'Emmanuel Macron. Mais tant qu'on n'arrivera pas à avoir une majorité franche, claire, qui a été empêchée avec ces accords parfaitement contre nature il y a quelques semaines, qui je pense doivent donner beaucoup de remords à certains Français, tant qu'on n'arrivera pas à avoir une majorité claire à l'Assemblée, on restera dans ce prolongement d'un macronisme à bout de souffle et de demi-mesure. Mais je comprends pas bien. Votre but ultime, c'est le départ d'Emmanuel Macron. De toute façon, je pense qu'avec une cote de popularité, un indice de confiance, il n'y a plus que 17% des Français qui font confiance à Emmanuel Macron. Moi, ma boussole dans mes peu de vols d'heures politiques, ça a toujours été de défendre la voix des Français, d'en être leur porte-voix. Et donc, vous dites qu'ils ne le supportent pas et qu'ils veulent qu'il s'en aille. Et bien sûr, quand vous avez une majorité aussi écrasante de Français qui n'en peuvent plus de ces 7 ans de macronisme, de renoncement, de reniement, de quelqu'un de parfaitement méprisant, qui n'a de cesse de mettre des cordons sanitaires et qui empêche une majorité parlementaire de s'exprimer. En fait, le but à la fin, c'est quand même que cette personne parte pour enfin ouvrir un nouveau moment politique. Très bien. C'est fini pour aujourd'hui. Journée donc historique aujourd'hui, s'il en est avec ce vote attendu à l'Assemblée nationale. Merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.